Bonsoir, maître. Bonsoir. Maître Luc Abrakevitz du barreau de Montpellier, avocat du frère de Bernadette, Bernadette Bissonnet, tué de 2 coups de fusil. Les faits avaient ému évidemment l'ensemble des Français. C'était le 11 mars 2008 dans sa villa de Castelnau-le-Lez. L'audience en première instance a eu lieu 5 semaines de procès. L'audience devrait durer un peu moins longtemps à partir de lundi à Carcassonne. On nous annonçait un planning de 3 semaines, voire 4 semaines, mais on ne sait pas encore quand ce procès se terminera. Alors Jean-Michel Bissonnet, lui, a été condamné à 30 ans de prison. Méziane Belkacem, le jardinier, lui, a été condamné à 20 ans. Le vicomte Amaury d'Harcourt, ami de Jean-Michel Bissonnet, reconnu d'avoir participé à la préparation du drame et d'avoir fait disparaître l'arme, a été condamné à 8 ans. Je précise que Jean-Michel Bissonnet et le vicomte ont fait dernièrement appel pour demander leur remise en liberté ces dernières semaines. Appel qui a été rejeté. Maître, vous êtes avocat au barreau de Montpellier, de la partie civile. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce procès qui s'ouvre ce lundi à Carcassonne? En ma qualité de partie civile, je n'attends rien, si ce n'est une confirmation du verdict prononcé par la cour d'assises de l'Hérault. Par contre, pour la partie civile que je représente, c'est une nouvelle épreuve, une épreuve physique, puisque c'est un procès qui dure 3-4 semaines. C'est l'audition de plus de 100 témoins, donc des débats longs, difficiles. Et puis surtout, pour la partie civile, c'est à nouveau une épreuve psychologique terrible, puisqu'on va revivre l'assassinat de Bernadette, on va réentendre les médecins légistes, les balisticiens, les coups de feu, le cri d'effroi, la mort en direct, et ça, pour une partie civile, c'est terrible. Maintenant, la partie civile, vous savez, Jean-Pierre Juan fait confiance à la justice, il estime que la justice est passée. In concreto, quels sont les enjeux? On sait qu'Amaury d'Harcourt a été condamné, il ne conteste pas sa responsabilité. Méziane Belkacem a été condamné, il ne conteste pas sa responsabilité. Finalement, le seul qui conteste aujourd'hui encore sa responsabilité, c'est Jean-Michel Bissonnet. Et on a l'impression quand même dans ce dossier que son destin judiciaire est scellé par la mise en cause des 2 autres. Est-ce que vous espérez des aveux de Jean-Michel Bissonnet, parce qu'il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire? J'ai le sentiment, moi, qu'il n'y a plus de zone d'ombre. Je crois que Jean-Michel Bissonnet voulait que le crime soit parfait. Il n'a pas été parfait parce que dans la mécanique bien huilée qu'il avait mis en place, il y a un grain de sable. C'est la blessure de Méziane Belkacem qui aboutit à l'arrestation, l'interpellation, et des aveux circonstanciés. Aujourd'hui, si vous voulez, la question qui va se poser, c'est que finalement, même s'il est présumé innocent, Jean-Michel Bissonnet crie au complot, donc il lui appartient de démontrer qu'il y a complot. Et c'est à lui de démontrer que le jour du meurtre, le jour de l'assassinat, le 11 mars, qu'il nous explique comment le jardinier s'est retrouvé chez lui à 8h30, comment Amaury d'Harcourt s'est retrouvé chez lui à 14h30, et comment sont-ils venus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti du premier dossier. On sait que le rendez-vous, ce que je qualifie, moi, du rendez-vous de la mort, c'est Jean-Michel Bissonnet qui le fixe, et on a la téléphonie qui parle et qui accable Jean-Michel Bissonnet. Alors entre plaidoirie, réquisitoire, verdict, c'est plusieurs semaines. Ça risque d'être difficile, évidemment, vous l'avez dit, maître, pour les familles de victimes qui vont déjà devoir se déplacer à Carcassonne. La question qu'on se pose, pourquoi le procès n'a pas lieu à Montpellier, mais à Carcassonne dès lundi? Il faut savoir rapidement que jusqu'en 2000, il n'y avait pas d'appel des verdicts de cour d'assises. La France s'est mise en conformité rapidement avec la Convention européenne des droits de l'homme. On a fait ce 2e degré de juridiction qui est un peu particulier, puisque finalement c'est un appel tournant, et lorsqu'un accusé condamné fait appel d'un verdict, il est jugé devant une autre cour d'assises de la région. Il ne faut pas que ce soit la même ville. Tout à fait, il faut que ce soit une ville différente, donc Perpignan, Carcassonne, Montpellier, Rodez sont les 4 cours d'assises où sont jugés les gens en première instance et en appel. La simple différence, c'est qu'on passe de 9 à 12 jurés, donc il y a un renforcement de la justice citoyenne. Alors ça, c'est un coût, évidemment. C'est un coût financier énorme, mais c'est le prix de la justice. In concreto, j'ai une conviction dans ce dossier, mais je suis avocat et il est tout à fait normal qu'un accusé puisse avoir un nouveau procès, puisse avoir un 2e degré de juridiction. C'est le prix de la justice, c'est un coût, mais c'est un enjeu social qui est important. Qu'est-ce que ça a changé, maître, que maintenant, que les accusés, les personnes qui sont en prison puissent faire appel? Parce que lorsqu'elles sont jugées par vous l'avez dit, il y a 10 ans, en arrière, on ne pouvait pas faire appel lorsqu'on était jugé devant une cour d'assises. Maintenant, vous pensez que c'est une véritable évolution? C'est une évolution nécessaire, indispensable. Il fallait que la France se mette en conformité avec nos textes supranationaux. Et nous avons des exemples en France de gens qui ont été condamnés et qui sont acquittés
en cour d'assises d'appel et d'autres qui ont été acquittés et qui sont condamnés en appel. Donc la justice fonctionne bien, même si effectivement on aspire tous à une perfection ou en tout cas une réforme en profondeur de la cour d'assises. Dernier mot, comment vous expliquez que ce procès soit aussi médiatisé? Il y a eu des centaines de journalistes, c'était à Montpellier en janvier dernier pendant 5 semaines, il y aura sûrement beaucoup de monde, caméra, micro, comment on explique qu'effectivement ce fait divers a ému l'ensemble des Français? Je pense que ce fait divers, a une dimension exceptionnelle de par les personnages. Un vicomte, un chef d'entreprise, un jardinier, 3 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et puis surtout, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, le secret qui reste. Parce que finalement, on a tous une conviction, en tout cas, les jurés qui ont condamné avaient une conviction, une intime conviction, mais il reste un point qui n'est pas tranché, un dernier secret. C'est pourquoi? Pourquoi cet homme a-t-il tué sa femme? Il n'y a que lui qui peut nous le dire. On aura peut-être, vous l'espérez, un début de réponse dès lundi. On nourrit l'espoir depuis longtemps d'avoir des aveux. Je crois que il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Il est enfermé dans sa vérité ou son mensonge. Et c'est malheureusement une vérité judiciaire qui sera prononcée. Avec l'ouverture donc du procès en appel de l'affaire Bissonnette. Merci beaucoup maître d'être venu sur ce plateau. Luc Abrakewicz du barreau de Montpellier. On suivra évidemment dans les différents journaux de TV Sud cette affaire avec ce procès qui débutera devant la cour d'appel de l'Aude